Alors moi, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que ce livre, je ne l'ai pas pensé au début du confinement, à la différence de Nicolas qui a pensé je vais faire un livre, c'est une occasion à saisir, pas commercial, hein, il va vous expliquer. J'ai envie d'avoir un objectif, je parle pour lui. Moi pas, moi j'ai fait mon boulot qui a été décuplé par le fait que les médias ne parlaient que de ça, que la télévision où je travaille une fois par semaine, on faisait une émission quotidienne, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais vos dessins sont formidables, est-ce qu'on va les retrouver dans un livre? Donc moi je me suis senti justement demandé et poussé par des gens à faire ce livre. Je ne sors jamais un livre au mois de juin. Et alors après, j'ai ramassé quand même inévitablement quelques critiques en disant c'est un scandale, vous voulez profiter de la crise pour vous faire de l'argent, etc. Donc je suis vraiment énervé par ça parce que ça s'est fait à l'envers. Je l'ai fait à la demande de beaucoup de gens. Et si on fait le calcul économique, je peux vous dire qu'on a tout fait pour écraser les prix, que c'est un livre à 12 €, que le libraire va gagner beaucoup plus que moi. Et j'ai vraiment pas fait ça pour gagner des sous. Hein. Oui, donc moi, si je peux me permettre, avant que Nicolas parle, tu ne l'as pas fait pour gagner des sous, et nous, libraires, nous sommes tous d'accord de défendre et de mettre Nicolas en avant, parce qu'on l'a fait parce que les auteurs doivent gagner des sous. Les auteurs doivent se défendre aujourd'hui, publier, et surtout faire savoir que les seuls revenus qu'ils ont aujourd'hui, c'est le peu de revenus, justement. Toi, les droits d'auteur, toi, tu t'auto-édites les retours sur ces BD. Donc ce sont deux discours tout à fait différents, mais il est important aujourd'hui de se faire publier. Oui, alors j'ajoute, je ne l'ai pas fait pour faire des sous, mais je n'ai pas du tout à me justifier de ça, parce que moi je fais mon métier, et les pharmaciens, les infirmières, etc., ont travaillé beaucoup, mais pas pour rien. Les médecins, tous les infectiologues que j'ai vus rencontrer sur les plateaux de télé, etc., ils ont travaillé beaucoup, mais jamais pour rien. Je ne vois pas pourquoi, à un moment, on ne va pas exercer son métier. Alors, quant à la question de savoir, qu'on me demande, est-ce que vous allez verser tous vos droits d'auteur au personnel soignant? Vous savez, j'ai une réponse qui n'est pas très à la mode, c'est est-ce que ça vous regarde? Pourquoi est-ce que tout le monde doit annoncer avant moi je ne vais rien faire de mes sous, je vais le mettre là, etc. Vous ne savez pas ce que je fais avec mon argent? Peut-être que je donne tout à la Croix-Rouge tous les jours, c'est mon problème. Donc vous n'en saurez rien. Voilà. Dans mon cas, j'ai pensé à faire un bouquin dès le début parce qu'il me fallait un projet pour tenir le coup. Et la première question que je me suis posée, c'est pas combien ça va me rapporter, mais c'est combien ça va me coûter. Puisque je suis éditeur, c'est moi qui supporte tous les risques. Et puis j'avais vraiment envie de le faire. Et puis il y a beaucoup de gens, j'avais quitté les réseaux sociaux, je suis revenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu qu'il y avait une demande énorme des gens. On a besoin d'avoir des dessins, on a besoin de sourire, on a besoin de prendre du recul. Est-ce qu'il y aura un livre? Je disais rien, mais il y avait un livre évidemment. Et pour moi, c'était très important, en tant qu'auteur, mais en tant qu'entrepreneur aussi, de mettre ma toute petite pierre à la reprise de l'économie, parce que opposer l'économie à la santé, c'est un non-sens, puisque quand l'économie fonctionne, eh bien, il y a plus de cotisations sociales, il y a plus d'impôts, et donc il y a plus d'argent pour le public, et ainsi de suite. Et donc, quand je fais un bouquin comme ça, je fais marcher toute la chaîne du livre, c'est-à-dire mon webmaster, mon graphiste, mon imprimeur, mon diffuseur, les libraires et mon attaché de presse. C'est une toute petite pierre, mais c'est important. Donc ça, c'est le point de vue économique. Et ensuite, il y avait le point de vue purement éditorial, c'est-à-dire que je voulais garder une trace, parce que les petits dessins dans les journaux, ça passe, les livres, ça reste. Et je veux que mes enfants puissent reprendre ce livre, ou vos enfants puissent reprendre ce livre dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, pour dire voilà ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et c'est très important, parce que nos droits ont tous été enlevés d'un coup, et on l'a tous fait de manière volontaire, mais on s'aperçoit que la démocratie, c'est très fragile, et ça peut partir. Et c'est pour ça que quand je fais un bouquin comme ça, c'est en filigrane de ça, sans mauvais jeu de mots, et c'est important. Donc c'est vraiment le côté laisser une trace. Et par rapport, une fois encore, à la commercialisation, le livre est moins cher que mes livres habituels parce que je voulais justement qu'il soit plus accessible que les livres annuels, sachant que moi j'avais budgété mes 2 bouquins d'octobre, mais celui-là je ne l'avais pas budgété, donc j'ai quand même dû réfléchir très vite, et heureusement j'ai réussi à le faire. Bon, ceci dit, ce ne sont pas des ouvrages pédagogiques, hein. Faut pas se leurrer, non. Aucun des deux, loin de là, et loin s'en faut. Ta bande dessinée est sortie il y a une dizaine de jours. Quel a été l'accueil des politiques que tu as pu caricaturer ou mettre à mal? Je l'ai envoyé. En fait, c'est un recueil, donc ils avaient déjà vu je l'ai envoyé à notre première ministre qui a bien aimé. Et puis les autres, j'ai pas de nouvelles parce qu'en fait, et ça vaut pour Pierre comme pour moi, sans se concerter, on a fait un bouquin qui est avant tout sociologique, beaucoup plus que politique. C'est-à-dire, moi, il y a très peu de politiciens ou politiciennes dans le bouquin. Il y a un peu Sophie Hulmès, un peu Maggie Debloc. Mais c'est pas ça qui m'intéressait pour ce livre-là. C'était vraiment notre vie à nous, tous les jours, qui a changé.
comment ça s'est passé. Donc c'est pas vraiment un livre, c'est mon livre le moins politique. Ceux qui sortiront en octobre le seront beaucoup plus, mais celui-là n'est pas politique, donc c'était pas ça qui m'intéressait, et je pense que c'est pas ça qui a intéressé les gens sur le moment. Moi, je me suis abstenu de critiquer vraiment les politiques à ce moment-là, parce que j'estime que c'était pas le moment. On verra en octobre, novembre, si les mesures prises durant le confinement auront leur effet après. Bon, vous êtes tous les deux régulièrement invités sur ce qui est permis, pas permis, où doit s'arrêter la caricature ou pas. Suite aux différentes manifestations, ça a été très très loin, des boulonnages et autres. Donc par rapport à vos prochains recueils, est-ce que vous avez décidé je sais, Pierre, te connaissant depuis très longtemps, que tu fais partie de ceux, quand tu arrives au Congo, tu as un t-shirt à ton effigie, donc tu es accueilli comme un roi. Si, tu es accueilli comme un roi au Congo. C'est un peuple, enfin c'est un pays qui t'adore, mais est-ce que vous allez changer votre façon de travailler suite à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines? Il y a beaucoup de questions. Pour répondre brièvement à celle que tu avais posée avant. La dernière est la plus importante. Que tu avais posée avant. Oui. Je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Simplement, j'ai vu Maggie de Bloch hier, moi, parce que je dessine à la télévision, et c'était hier, donc je lui ai offert mon livre. Il faut savoir que Maggie de Bloch, elle aime bien mes dessins. Ça m'a rassuré la première fois où elle me l'a dit, parce que je ne l'épargne pas beaucoup, c'était difficile. Or, elle m'a dit, j'adore la façon dont vous me caricaturez. Je deviens pâle parce qu'elle dit, vous n'oubliez jamais mes petites boucles d'oreilles. Authentique, hein. Bon, voilà. Donc hier, elle était charmante, et d'ailleurs, elle a parlé elle-même de l'humour. Elle m'a dit, moi, on me dit que j'ai trop d'humour, mais tu sais, quand on n'a plus d'humour, on devient du vinaigre. Je ne sais pas si c'est une traduction, c'est une expression flamande, mais c'est ce qu'elle m'a dit exactement hier. Donc j'ai pas beaucoup de soucis avec elle. Moi, j'ajouterais que les politiques, je m'en fous aussi. Dans ce livre-là, c'est pas ça qui comptait. On fera les comptes plus tard. Par contre, ce qui m'a amusé comme retour, c'était lorsque je voyais sur des plateaux de télé, par exemple, les épidémiologistes, infectiologues et autres spécialistes qui étaient là et qui riaient d'un de mes dessins. Et ça me rassurait, parce que s'il y en a bien qui auraient le droit de dire c'est pas le moment de faire de l'humour, c'est bien eux. Or, c'est exactement le contraire. Et pour l'un ou l'autre que je ne vais pas citer, ils m'ont dit on a besoin de gens comme vous, pas pour juste détendre l'atmosphère, mais pour traiter avec humour les mêmes sujets et montrer que vous avez compris ce qu'on essaye de dire. Voilà. Bon, ça, c'était les petites fleurs. Alors, si on est parti sur les statuts de Léopold II, c'est un très long débat. Moi, j'en dirais juste que, parce que j'aime bien, enfin, je suis content d'une formule que j'ai trouvée, donc je vais resservir une que j'ai trouvée. Si on enlève les statuts de Léopold II, où est-ce que ceux qui veulent dire que c'est un gros salaud vont aller le dire? Ils vont envoyer un tweet à Noël, à Pâques, ça va passer inaperçu, moi je ne vais pas le recevoir. Tandis que c'est moi écrire dessus, fuck you, enculé de roi, ben je le vois. Donc moi je trouve qu'il vaudrait mieux garder les statuts pour en faire tout le temps quelque chose, ce qu'on veut, ce que l'époque et les gens veulent en faire, mais en faire quelque chose. Voilà. Mais je ne m'accrocherai à aucune statue pour les conserver. Si on pense qu'il faut plutôt les enlever, qu'on les enlève, c'est un autre débat. Et ça ne changera pas ma manière de caricaturer. J'ai déjà dessiné beaucoup Léopold II. Vous savez, la difficulté de la caricature, c'est d'y apporter des nuances et des choses comme ça. Hein. C'est forcément, par définition, simplifié. Mais on simplifie beaucoup trop le débat. La colonie, elle n'était pas la même. Moi, je suis né au Congo, comme tu l'as dit, et c'est pour ça que je suis bien accueilli là. C'est curieux, mais c'est comme ça. Bon, mais parce que la colonie, en 1950, elle n'est pas la même que sous Léopold II. Je n'ai pas dit que c'était le paradis non plus, hein, c'était autre chose. Quand j'entends dire Léopold II, c'est le plus grand esclavagiste. Son principal alibi, c'était de sortir le Congo des esclavagistes. Ce qu'il en a fait, c'est des gens qui travaillaient pour lui. Uniquement sur la production octobre-novembre, à savoir si vous allez vous fixer des limites ou pas. Mais j'essaierai de faire mon métier de caricaturer les choses en apportant quand même les nuances que je dis. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des limites ou pas. Il y aura des barrières. Donc c'est la première fois où il y aura des barrières. Non, pas plus que d'habitude. Il y a une réflexion. Alors, dans mon cas, il n'y aura rien sur les statuts en octobre. Pour la bonne simple raison que les deux bouquins, il y en a un sur Trump et l'autre sur mes 30 ans de carrière. Trump n'a pas encore été déboulonné. Que je sache. J'ai fait des dessins dessus. Je suis totalement hostile au déboulonnage des statuts parce que je pense qu'une société qui nie son passé n'a pas d'avenir. Et donc pour moi, ces statuts, même si on peut les critiquer, elles sont là parce que où est-ce qu'on s'arrête dans ce cas? On va raser le cinquantenaire, on va raser le château de Versailles parce que Louis XIV n'était pas un grand démocrate et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est absolument navrant intellectuellement. Donc j'ai déjà dessiné dessus cette semaine et je dois dire que par rapport à Léopold II et le Congo, là, je fais preuve vraiment d'humilité parce que je ne suis pas belge. Et pour comprendre la relation entre la Belgique et le Congo, du côté belge, je pense qu'il faut être belge. Et en général, quand je traite ce sujet-là, je suis à côté de la plaque déboulonnée ou pas. Donc je fais quand même attention par rapport à ça. C'est un sujet assez casse-gueule. Le sujet n'est pas que belge. Hein. Oui, mais dans le cas de Léopold II. Donc je pense que c'est pour un... Prends le bien.
Je pense que pour le devoir de mémoire, ces statues, elles sont là, elles font partie de l'histoire, qu'elles soient glauques ou pas, et donc je ne vois pas l'intérêt d'aller tout déboulonner. J'ajoute que je vous invite à regarder la RTBF demain. Je sais qu'il fait beau le soir et que les soirées sont longues au soleil, mais il y a une émission spéciale sur le Congo et pour le 60e anniversaire de l'indépendance qui durera 2 heures, sera peut-être un peu long, mais j'y ai un passage avec Barli Barouti, auteur de livres, dessinateur de bande dessinée, congolais. On a parlé plus d'1 heure ensemble, il en restera 7-8 minutes, donc je ne sais pas les meilleurs passages qu'ils auront choisis, mais on discute de toutes ces choses. C'était avant le déboulonnage des statues, mais des souvenirs de la colonisation, et c'est intéressant avec un auteur justement de livres que vous pouvez sans doute trouver ici. Et accessoirement, après, à 22h40, il y a mon spectacle qui est diffusé à la RTBF, enfin. Bon, voilà, on est là pour de la promo, j'en fais. Hein. Je prends ton micro, puisque celui-là je l'ai éteint. Je fais partie des privilégiés qui ont été voir ton spectacle. Ouais. Privilégié, non, il suffisait de payer un jour où j'y allais, c'est tout. Mais... D'accord. On ne va pas la faire trop longue, mais je pense que c'est la première fois, si je ne m'abuse, parce qu'il n'y avait pas de raison que tu en fasses, qu'il y ait une préface à un ouvrage. Je me trompe, il y a rarement des préfaces à tes ouvrages. Pourquoi avoir fait appel à un de nos amis communs qui ne peut pas être présent ce soir ? J'ai fait une préface dans un album annuel, c'était quand on a descendu Ben Laden. J'ai trouvé drôle de publier avec une préface de Ben Laden, que j'ai forcément un peu inventé. Et j'ai dû me balader avec 2 gardes du corps pendant toute la promo du livre, parce que ça n'a pas fait rire tout le monde. J'imaginais qu'il avait écrit qu'à Abbottabad, là où il était caché, il ne pouvait pas s'abonner aux journaux, forcément, parce qu'on l'aurait retrouvé facilement. Donc il se faisait parvenir mes livres. Et puis alors il dit à la fin de la préface, mais j'entends du bruit dans la cage d'escalier, il faut que je descende, je ne sais pas ce qui se passe, et c'est daté du jour où il se fait descendre. Bon voilà, c'est la seule préface que j'ai faite effectivement. Ici, j'ai pas résisté à l'envie de mettre ce texte de Marc Moulin. C'est donc, Marc Moulin était, vous le connaissez peut-être, un musicien, politologue, écrivain, auteur de pièces de théâtre, etc., avec qui j'avais une rubrique dans Télémoustique. Il écrivait des brèves sur l'actualité politique de la semaine que j'illustrais. Et c'est un autre, c'est là Olivier Monsens, qui a retrouvé ce texte. Moi je l'avais en mémoire, mais je ne savais plus très bien ce qu'il disait. Un texte qui date de 2003, où Marc imagine qu'un jour on vivra tous confinés, je crois qu'il emploie même le mot, planqués chez soi, à commander tout par Internet, etc. Je ne sais pas s'il a tellement eu la vision du virus, il a imaginé des raisons pour lesquelles on serait confiné, il voulait surtout parler d'un monde dans lequel on fera tout venir chez soi sans plus sortir, etc., parce qu'on aura peur de maladies et du terrorisme. Il mêlait les deux. Et ce texte est absolument incroyable parce qu'il raconte exactement le confinement de tous qu'on a connu pendant 3-4 mois. Et comme je voulais que ce livre vraiment ne soit pas perçu comme un livre que j'ai fait après coup pour réfléchir au confinement. C'est pas vrai, ce sont tous les dessins que j'ai faits pendant. C'est un livre à lire au présent, on se remet dans l'époque, qu'est-ce que Pierre Croll dessine dans l'époque. Je n'ai pas réfléchi après, qu'est-ce qu'on peut tirer comme réflexion, comme conclusion, etc. de ce qui s'est passé. Et bien alors, mettre une préface qui était écrite en 2003, alors ça c'est clair qu'elle n'a pas été faite après. Voilà. Donc ça permettait de bien donner tout des... Le plus beau mot vient de mon rédacteur en chef, au journal Le Soir, Christophe Berti, qui a dit « Tu dois faire ce livre parce que tu fais ton métier, c'est-à-dire que tu documentes le présent. » Voilà. Et lui, il l'avait déjà documenté avant qu'il n'arrive. Merci. On va terminer. Nicolas, s'il te plaît, tu poses une question à Pierre, sans réfléchir, mais Pierre aura le temps de réfléchir à la question qu'il te posera après. Une fois que vous aurez répondu, la dédicace d'Espagarant se fait à son des numéros. Bon, bah alors vous venez chacun votre tour, voilà, il n'y a pas de souci. Profitez de notre terrasse, on est ouvert jusqu'à 21h, le premier fil apéro. Il y en aura jusqu'à fin septembre avec les pistolets originaux de Valérie, la friterie Antoine, les bières Léopold, et puis à chaque fois nous aurons un food truck invité et différentes animations. Merci à ceux qui ont fait le déplacement de faire le déplacement, merci à ceux qui font la queue de faire la queue, puisqu'il y a des numéros, c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas compris. Voilà, tu as pu réfléchir pour ta question. Voilà, Pierre. Alors, ce qui était étonnant, c'est que pendant que j'ai fait les dessins et lui a fait les siens, on a eu la même réflexion, c'est qu'on a redécouvert le plaisir du dessin pour le dessin. Parce qu'on était confinés chez nous. Moi, je me retrouvais comme quand j'étais étudiant, c'est-à-dire je ne devais plus amener mes enfants à l'école et faire les cours, enfin si je devais faire les courses, mais il n'y avait plus beaucoup de choses. Donc le matin, je me levais, je pouvais dessiner toute la journée sans que ce soit parasité par d'autres trucs. Et j'ai retrouvé le plaisir de dessiner pour dessiner. Et il y a une question que je me suis posée, donc je vais te la poser. Je me suis dit, est-ce que si ça se trouve en plein milieu du confinement, je vais me retrouver à sec? Est-ce que tu as eu cette peur de te retrouver à sec d'idées?
Non, parce que je suis génial et ça ne m'arrive jamais. Non, allez, pour être honnête, oui, parfois sur ce qui revenait chaque fois, c'est-à-dire tout le temps les histoires de masques, les histoires de tests, les histoires d'écoles qui vont ouvrir, qui ne vont pas rouvrir et tout. Chaque fois, on me disait, on parle de ça ce soir à 20h, fais-nous un dessin ou deux là-dessus. Je l'ai déjà fait 4 fois, si tu veux que je te dise encore, moi. Voilà. Oui, ça, j'avais un peu ce problème, donc pas qu'une fois, mais très souvent. Et l'inverse, et inversement. Les grandes pages que je faisais dans le soir étaient des déclinaisons, comme tu l'as dit, pour le plaisir de dessiner. De me dire, un dessin comique sur les masques, c'est facile à en trouver. Ben moi, je vais essayer de t'en trouver 25, tu vas voir. Et là je m'amusais vraiment, et donc là, j'étais tout le contraire de coincé. C'était au contraire, j'avais pas assez de place pour tout ce que je trouvais. Voilà. Alors, je dois te poser une question, si je te posais la même, mais non, tu y as répondu, du coup. Est-ce que... Bon, ton livre n'est pas le journal de ton confinement, comme le mien ne l'est pas du tout, mais est-ce que tu as quand même mis de toi, de la façon dont tu as vécu, toi, ton confinement dedans, dans les idées que tu trouvais, ou tout le temps en observateur de tes voisins, du monde, de la télé, etc. Est-ce qu'il y a ton confinement quelque part dedans? Oui, il y a les deux, parce que les journaux confinés, j'utilise mon chat qui est une représentation un peu de moi-même, et puis je pars toujours du principe, même quand je fais de la bande dessinée, le principe d'une bonne histoire, c'est de raconter sa propre histoire en donnant l'impression au lecteur qu'on lui raconte la sienne. On raconte sa propre histoire, c'est un gage d'authenticité, on donne au lecteur l'impression qu'on lui rapporte la sienne, c'est un gage d'intérêt. Et donc, j'ai parlé à la fois de mon confinement, parce que je n'allais pas m'exclure de ce qui se passait, mais parler de mon confinement à moi uniquement, tout le monde s'en fout. En revanche, ce qui m'intéressait, c'était d'observer les gens, de voir les comportements différents, et donc c'est votre confinement autant que le mien qui est dedans, mais je m'incluais dedans. Donc c'est vraiment un mélange des deux, et c'est ça qui était intéressant, parce que c'est la première fois que l'on vit tous un événement fédérateur, malgré le fait qu'il soit négatif, parce que par exemple, quand il y a une Coupe du Monde de football, tout le monde parle de foot, mais si on n'aime pas le foot, on s'enferme chez soi, on prend un bouquin, et puis on attend que ça passe, voilà. Même quand il y a le terrorisme, ça touche tout le monde de manière négative, mais si on est au fin fond d'un village de campagne, on n'est pas du tout touché par le terrorisme. Tandis que là, où qu'on soit, on était touché par ce confinement, et c'est pour ça que je voulais vraiment que les gens puissent se dire « moi j'ai vécu ça aussi ». Mais j'ai vécu ça aussi. Pas, il parle de moi, il parle de nous tous. Voilà. Je vais me permettre une dernière question, alors, parce que ça me permet d'enchaîner sur ce que tu viens de dire. Et franchement, j'en ai pas la réponse. Ça fait que quelques heures que j'y pense, depuis hier. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a contribué, collaboré, participé, je ne sais pas comment il faut dire, à un grand moment quand même de pensée unique? Alors que généralement, on attend un peu de nous qu'on soit parfois un peu divergent, un peu décalé, comme on dit, ou un peu dans la bande, ou avec un discours impertinent qu'on ne tient pas ailleurs, etc. Ici, on a quand même, toi comme moi, quand je vois nos livres, on a accompagné le discours dominant, partagé par tout le monde, sur la gravité, etc., etc. Oui, à quelques exceptions près, parce que j'ai quand même fait un ou deux dessins qui parlaient de la démocratie qui s'en va, quand on voit ce qu'a fait Orban en Hongrie. Donc j'ai quand même posé ces questions-là. Et par exemple, il y a un dessin que j'ai failli mettre dans le bouquin, je l'ai enlevé, parce que je l'avais mis sur Facebook, et je ne l'avais pas mis dans le vif, et là, il a eu des commentaires très négatifs. C'était un moment, au pire du confinement, où j'ai fait un gars avec un masque à gaz, et qui dit nous déconseillons tous les rassemblements de moins de 2 personnes, donc suicidez-vous. Et là, il y a des gens qui m'ont dit ah non, c'est trop glauque, ne le mets pas. Et celui-là, j'ai failli le mettre dans le bouquin, finalement, je l'ai enlevé, parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être être un petit peu plus positif. Donc oui, il y a peut-être un peu de pensée unique, mais comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas fait un bouquin d'analyse a posteriori, on a fait un bouquin sur le moment. Et donc c'est l'important, c'est l'instantanéité du moment, alors que notre métier c'est justement de réfléchir sur l'instantanéité. Là c'est l'instantanéité, c'est un moment précis maintenant. On verra comment les livres auront vécu dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Merci messieurs. Merci. Merci. Merci.